Lors d'une réception somptueuse sur la Côte d'Azur, le compositeur de musique de film, Auguste Dubois, lance un défi à toute femme capable de le toucher par la musique. Quand Clémence Leroy, une employée de service, effleure le piano, tout bascule. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les sols de marbre du domaine Dubois, près de Nice. La grande demeure, avec ses colonnes imposantes et ses jardins s'étendant à perte de vue, se dressait comme un monument à l'ancienne fortune de la grande bourgeoisie française et aux succès artistiques modernes. Auguste Dubois ajusta son nœud papillon noir devant le miroir antique. À 33 ans, il était le compositeur le plus en vue de l'industrie cinématographique française. Ses yeux bleus perçants reflétaient un homme qui possédait tout, sauf l'amour. « Encore une fête, encore une perte de temps », marmonna-t-il. Son assistant, Marc, frappa à la porte. « Les invités arrivent, monsieur Dubois. » Auguste soupira. « Dis-moi encore pourquoi j'organise ça. Parce que votre nouvelle bande originale vient d'atteindre la première place des classements et le studio a insisté pour une célébration. » Le jardin se remplissait déjà de l'élite de la société niçoise, producteurs en costumes onéreux, actrices espérant des rôles et investisseurs cherchant à soutenir son prochain projet. Les flûtes de champagne en cristal tintaient sous les guirlandes lumineuses, tandis que des serveurs en gants blancs portaient des plateaux d'argent remplis d'amuse-gueules. Dans la cuisine, le personnel de traiteur travaillait frénétiquement. Parmi eux se trouvait Clémence Leroy, une nouvelle employée d'une agence d'intérim locale. À 28 ans, ses 12 yeux bruns recelaient une force tranquille et ses mains se mouvaient avec une grâce surprenante alors qu'elle arrangeait les desserts. « Vous êtes nouvelle, » dit Marthe, la gouvernante en chef. « N'oubliez pas, restez invisible. Monsieur Dubois n'aime pas que le personnel se mêle aux invités. » Clémence hocha la tête, mais son regard se posa sur la fenêtre donnant sur la réception dans le jardin. Elle avait lu des articles sur Auguste Dubois dans des magazines. Sa musique l'avait aidé à traverser ses jours les plus sombres. « Leroy, apportez ces flûtes de champagne au salon principal, » ordonna Marthe. Clémence porta le plateau avec précaution. En traversant le grand hall, elle s'arrêta. Il était là, un magnifique piano Steinway, scintillant sous des lumières douces. Ses doigts la démangeaient de le toucher. Un instant, elle fut de retour au conservatoire de Paris, ses mains dansant sur les touches, son avenir radieux. Avant que sa mère ne tombe malade, avant que les factures ne s'accumulent, avant qu'elle ne doive choisir entre ses rêves et la survie. « Que faites-vous » La voix perçante de Marthe rompit l'enchantement. « En route !» De retour à la fête, Auguste faisait ses tours, serrant des mains, recevant les félicitations. Chaque sourire lui semblait plus forcé que le précédent. « Auguste, chérie !» appela Sophie Desjardins, son ex-fiancée et fille d'un dirigeant de studio. « La musique pour le nouveau film de mon père est divine. Tu t'es surpassé. »« Merci !» dit-il sèchement, prenant un autre verre de champagne à un serveur qui passait. Sophie se pencha plus près. Tout le monde se demande quand le grand Auguste Dubois va enfin se caser. Troisième fiançailles rompues en 5 ans, la presse à scandale se régale. « Peut-être que j'attends quelqu'un qui aime la musique plus que l'argent, » répondit-il froidement. De l'autre côté de la pièce, Clémence servait des boissons, les yeux baissés. Elle ne put s'empêcher d'entendre les conversations sur Auguste, son talent, sa fortune, sa série de relations ratées. Les magazines People l'appelaient « le maestro sans muse ». La nuit s'étirait. L'alcool coulait à flots, et les rires devenaient plus forts. Auguste sentit le vide familier grandir en lui. Ces gens ne se souciaient pas de la musique, ils se souciaient de ce que sa musique pouvait leur apporter. Il monta les marches de la petite scène où le quatuor à cordes avait joué. Les musiciens se turent. « Merci à tous d'être venus, » dit Auguste, sa voix portant à travers le jardin. « On me dit que je devrais être reconnaissant de mon succès, et je le suis. Mais parfois je me demande si l'un d'entre vous entend vraiment la musique. » Un rire nerveux parcourut la foule. Auguste désigna les portes-fenêtres ouvertes où son précieux Steinway était visible. « Ce piano appartenait à ma grand-mère. Elle m'a appris que la musique n'est pas seulement des notes sur une page, c'est ce qui se passe dans l'espace entre les notes, l'âme. » Il leva son verre. « J'ai eu assez de relations vides pour une vie entière. Alors voici un défi. Si une femme ici peut s'asseoir à ce Steinway et jouer quelque chose que je n'ai jamais entendu auparavant, quelque chose qui me fait ressentir, je l'épouserai sur le champ. » La foule éclata de rire, prenant cela pour une blague. « Oh, Auguste, toujours aussi dramatique !» cria quelqu'un. Auguste sourit amèrement. « Je suis sérieux. Des preneuses !» Les femmes se regardèrent nerveusement. La plupart d'entre elles savaient à peine jouer au clair de la lune. En arrière-plan, Clémence se figea. Son plateau de verre vide trembla légèrement. « Personne ?» Auguste rit. « Je le pensais. La musique est un travail acharné.
c'est plus facile d'épouser le musicien. Alors qu'il descendait de la scène, une voix douce se fit entendre. Puis-je essayer? La foule s'écarta. Clémence se tenait là dans son uniforme noir, les mains jointes devant elle. Marthe haleta. « Clémence, retournez à la cuisine immédiatement. » Auguste haussa un sourcil. « Non, attendez. » Il regarda Clémence avec curiosité. « Vous voulez jouer ?» Clémence soutint son regard fermement. « Oui, monsieur, si cela ne vous dérange pas. » Un murmure se répandit dans la foule. Quelqu'un ricana. « Eh bien, ça devrait être divertissant, » dit Sophie bruyamment. Auguste fit un geste vers la maison. « Le piano est à vous, mademoiselle ?» Leroy. Clémence Leroy. Clémence traversa les portes-fenêtres, la foule la suivant. Auguste se tenait près du piano, les bras croisés, un sourire amusé sur le visage. Elle s'assit, ferma les yeux un instant et posa ses mains sur les touches. Les premières notes furent douces, hésitantes. Puis, elles prirent de l'ampleur, se transformant en une mélodie qui semblait surgir d'un lieu profond et oublié. Ce n'était pas du classique, pas du jazz, rien qui portait un nom. C'était de la douleur, de l'espoir et du souvenir tout à la fois. La pièce devint silencieuse. Le sourire d'Auguste s'estompa. Ses bras tombèrent le long de son corps. Quand Clémence eut fini, elle garda les yeux sur les touches. Le silence s'étira, lourd de quelque chose que personne ne pouvait nommer. Finalement, Auguste parla, sa voix à peine un murmure. « Qu'était-ce » Clémence se leva. « Juste quelque chose que j'ai composé. Je l'appelle « Ce qui reste ». « Où avez-vous étudié » demanda-t-il. « Au Conservatoire de Paris, pendant un temps. » La foule bourdonna de surprise. Auguste s'approcha. « Pourquoi travaillez-vous comme employé de service » Clémence releva le menton. « Parce que la vie arrive, monsieur Dubois, et parfois, les rêves doivent attendre. » Avant qu'Auguste ne puisse répondre, Marthe s'avança en hâte. « Je m'excuse de l'interruption, monsieur Dubois. Cela ne se reproduira plus. »« Non, » dit Auguste fermement. « Pas besoin de s'excuser. » Il se tourna vers Clémence. « Merci, mademoiselle Leroy. C'était inattendu. » Clémence hocha la tête et suivit Marthe vers la cuisine, laissant Auguste près du piano perdu dans ses pensées. Alors, la voix de Sophie rompit sa rêverie. « On commence à planifier le mariage ?» Elle rit d'une voix perçante. Auguste ne répondit pas. Il entendait encore la musique, la sentait encore dans sa poitrine comme une clé tournant dans une serrure. Dans la cuisine, Marthe était furieuse. « À quoi pensiez-vous? Vous pourriez perdre votre emploi. »« Je suis désolée, » dit Clémence, bien qu'elle ne le fût pas. Pendant ces quelques minutes au piano, elle avait été elle-même à nouveau. La fête s'estompa. Les invités partirent, jetant des regards curieux à Auguste, qui était devenu silencieux et distrait. Dans son bureau plus tard, cette nuit-là, Auguste était assis dans l'obscurité, un verre de cognac à la main. Il ne pouvait pas se sortir la mélodie de la tête, ni le regard dans les yeux de Clémence quand elle jouait. Pendant ce temps, dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, Clémence était assise au chevet de sa mère. Gisèle Leroy dormait, sa respiration difficile. « J'ai joué aujourd'hui, maman », chuchota Clémence, tenant la main frêle de sa mère. « J'ai joué comme tu m'as toujours dit de le faire, avec mon cœur. » Elle pensa au visage d'Auguste Dubois quand elle eut fini de jouer. Le choc, la reconnaissance, comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait pas chercher. Clémence savait qu'elle serait probablement renvoyée le lendemain, mais pour un instant, elle avait été vue, vraiment vue, et cela valait tout. Le lendemain matin, Auguste se leva tôt. Il n'avait pas bien dormi. La mélodie de la veille continuait de résonner dans sa tête. Il descendit et trouva sa grand-mère, Liliane, déjà à table pour le petit déjeuner. À 80 ans, elle était toujours élégante, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. « J'ai entendu parler de ton défi à la fête, » dit Liliane, sirotant son thé, « et de l'employé qui a accepté. » Auguste s'assit. « Les nouvelles voyagent vite. Marthe m'a appelé la première chose. Elle voulait savoir si elle devait renvoyer la jeune femme. » Auguste leva brusquement les yeux. « Qu'avez-vous dit ?» Liliane sourit. « Je lui ai dit d'attendre que je te parle. » Elle observa son petit-fils. « Cette jeune femme t'a touché, n'est-ce pas ?» Son jeu était différent. Différent comment? Auguste lutta pour trouver les mots. Honnête, brute, comme si elle ne jouait pour personne d'autre qu'elle-même. Liliane hocha la tête. C'est rare. La plupart des gens jouent pour impressionner, pas pour s'exprimer. Elle a dit qu'elle avait étudié au Conservatoire de Paris. Et maintenant, elle fait le ménage? Liliane haussa un sourcil. Il y a une histoire derrière ça. Auguste se leva et se dirigea vers la fenêtre. Je ne la renverrai pas. Bien sûr que non, mais que vas-tu faire? Il se tourna vers sa grand-mère. Je ne sais pas encore. Liliane sourit d'un air entendu. Je crois que si. Ce même matin, Clémence aida sa mère à s'installer dans un fauteuil roulant. Le médecin arrive à 10 heures, maman.
Gisèle Leroy, autrefois une présence imposante en tant que directrice de chorale, semblait maintenant petite et fatiguée. Mais ses yeux gardaient la même étincelle. « Tu es préoccupée par quelque chose ?» Clémence hésita. « J'ai peut-être fait quelque chose de stupide au travail hier. » « Quel genre de stupidité ?»« J'ai joué du piano, chez mon employeur, pendant une fête. » Le visage de Gisèle s'illumina. « Tu as joué? Devant des gens? »« Oui. Et alors ?» Clémence sourit légèrement. « Ça a fait du bien, maman. Vraiment bien. » Gisèle tendit la main de sa fille. « Dieu ne t'a pas donné ses mains pour récurer, ma chérie. Il te les a données pour guérir. » Le téléphone de Clémence sonna. C'était Marthe de l'agence. « Monsieur Dubois veut vous voir, » dit Marthe, la voix tendue. « Aujourd'hui, au domaine. » Le cœur de Clémence se serra. « Je comprends. » Après avoir raccroché, elle regarda sa mère. « Je crois que je viens de perdre mon emploi. » Gisèle lui serra la main. « Ou peut-être que tu viens de le trouver. » Quelques heures plus tard, Clémence se tenait dans le bureau d'Auguste Dubois. Elle avait mis sa meilleure robe, une simple robe bleue qu'elle portait pour aller à l'église. Auguste était assis derrière un grand bureau, examinant un dossier. « Vous avez abandonné le conservatoire de Paris en dernière année, dit-il sans préambule, avec les meilleures notes. Vos professeurs vous ont appelé exceptionnellement doué. » Clémence se raidit. « Vous vous êtes renseigné sur moi ?» Auguste ferma le dossier. « J'étais curieux. » Il se pencha en avant. « Pourquoi êtes-vous parti ? Ma mère est tombée malade. Un cancer, les factures médicales... » Elle haussa les épaules. « Certains choix s'imposent d'eux-mêmes. » Auguste hocha lentement la tête. « Et maintenant, vous faites le ménage. Cela paie les factures. » Clémence releva le menton. « Monsieur Dubois, si vous m'avez fait venir ici pour me renvoyer, je comprends. J'ai dépassé les bornes. Je ne vous renvoie pas. » Auguste se leva. « Je vous offre un emploi, un autre. » Clémence fronça les sourcils. « Quel genre d'emploi ? J'ai besoin de quelqu'un pour organiser ma bibliothèque musicale. Cataloguer, numériser de vieilles partitions. Cela paye le double de ce que vous gagnez maintenant. » Les yeux de Clémence se rétrécirent. « C'est parce que vous avez pitié de moi ?» Auguste sourit légèrement. « Non, mademoiselle Leroy, c'est parce que j'ai besoin de quelqu'un qui comprend la musique. Et vous, c'est évident. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est une opportunité. » Auguste contourna le bureau. « Vous pouvez travailler avec des horaires flexibles, prendre soin de votre mère. » Clémence hésita. « L'argent aiderait pour les factures médicales. Et être à nouveau entouré de musique, je vais y réfléchir, » dit-elle finalement. Auguste hocha la tête. « C'est juste. » Il lui tendit une carte de visite. « Appelez-moi quand vous aurez décidé. » Alors que Clémence se tournait pour partir, Auguste reprit la parole. « Ce morceau que vous avez joué, ce qui reste, voudriez-vous me l'écrire ?» Clémence le regarda. « Pourquoi ? Parce que je ne peux pas me le sortir de la tête. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Et j'aimerais comprendre pourquoi. » Pour la première fois, Clémence sourit. « Je vais voir ce que je peux faire, monsieur Dubois. » En quittant le domaine, Clémence ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Et Auguste, la regardant s'éloigner, sentit quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Mais cela faisait battre son cœur sur un rythme qui ressemblait étrangement au début d'une nouvelle mélodie. 3 jours plus tard, Clémence se tenait aux grilles du domaine Dubois, serrant son sac. Elle avait appelé Auguste la veille pour accepter son offre. « Tu fais le bon choix, » lui avait dit sa mère. « La musique a toujours été ta vocation. » La gouvernante Marthe ouvrit la porte avec un sourire contraint. « Monsieur Dubois est dans son studio. Suivez-moi. » Elles traversèrent la grande maison jusqu'à une aile séparée. Marthe frappa à une grande porte en bois. « Entrez » appela Auguste. Le studio était époustouflant. Des fenêtres du sol au plafond donnèrent sur le jardin. Un système audio dernier cri tapissait un mur. Au centre se trouvait un grand piano à queue noire. Des étagères de récompenses scintillaient à la lumière du matin. Auguste était à son bureau, des écouteurs autour du cou. Il sourit en voyant Clémence. « Mademoiselle Leroy, bienvenue. » Marthe sortit, refermant la porte derrière elle. « C'est un sacré espace de travail, » dit Clémence, regardant autour d'elle. « Là où la magie opère, où est censée opérer. » Auguste se leva. « Je n'ai rien écrit de bon depuis des mois. » Il la conduisit dans une pièce encombrée attenante au studio principal. « C'est ce que j'ai besoin d'organiser. 30 ans de composition de ma grand-mère, plus les miennes. Des piles de partitions, de vieux disques et des disques durs numériques remplissaient l'espace. « C'est le chaos, » admit Auguste. « Pensez-vous pouvoir gérer cela ?» Clémence retroussa ses manches. « Je commence tout de suite. » Au fil des jours, Clémence établit une routine. Elle arrivait tôt, passait la matinée à trier la collection musicale d'Auguste, prenait une pause pour s'occuper de sa mère, puis revenait pour l'après-midi.
Auguste composait souvent, ou essayait. Elle entendait sa frustration à travers le mur alors qu'il jouait les mêmes phrases encore et encore. Un matin, Clémence trouva un dossier étiqueté « Liliane Dubois, œuvres inédites ». À l'intérieur se trouvèrent des compositions manuscrites, jaunies par le temps, mais remplies de mélodies magnifiques et complexes. Elle ne put résister. Elle prit les feuilles et s'installa au piano dans un coin de son bureau, et commença à jouer doucement. La porte s'ouvrit. Auguste se tenait là, une étrange expression sur le visage. Clémence se leva d'un bond. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû... » « Non, s'il vous plaît. » Auguste s'approcha. « C'est la musique de ma grand-mère. Personne ne l'a jouée depuis des années. C'est magnifique. Elle l'a écrite pendant la guerre, pendant que mon grand-père était outre-mer. » Auguste s'assit sur le banc. Elle ne l'a jamais publiée. Elle disait que c'était trop personnel. Clémence s'assit à côté de lui. « La musique est toujours personnelle. C'est ce qui la rend puissante. » Auguste la regarda. « Vous y croyez vraiment, n'est-ce pas ? » « Bien sûr. Pourquoi ferions-nous cela autrement ?» Les doigts de Clémence effleurèrent les touches. « Quand je joue, je n'essaie d'impressionner personne. Je parle juste la seule langue qui ait jamais eu de sens pour moi. » Auguste resta silencieux un instant. Je ressentais cela avant les studios, les délais et les attentes. Qu'est-ce qui a changé? Le succès. Il rit sans humour. Il s'avère qu'il est plus facile d'écrire des tubes que d'écrire la vérité. Clémence secoua la tête. La chanson que j'ai jouée à votre fête n'était pas spéciale parce qu'elle était originale. Elle était spéciale parce qu'elle était honnête. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose changea dans l'air entre eux. Auguste s'éclaircit la gorge. « Je devrais retourner travailler. » Il se leva. « Mais merci de me l'avoir rappelé. » Ce soir-là, alors que Clémence s'apprêtait à partir, elle entendit de la musique provenant du studio principal. Non pas la répétition frustrée des jours précédents, mais quelque chose de fluide et naturel. Elle s'arrêta à la porte, écoutant. C'était une nouvelle mélodie, mais avec des échos de ce qu'elle avait joué à la fête. C'était comme si Auguste avait repris son thème et construit quelque chose de plus grand autour, quelque chose à la fois familier et nouveau. Elle sourit à elle-même et partit tranquillement. Le lendemain, Auguste était différent, plus concentré, moins frustré. « J'ai fait des progrès hier, lui dit-il, pour la première fois depuis des mois. J'ai entendu, c'était magnifique. » Il la regarda avec curiosité. « Que devrait faire la musique, selon vous, Clémence ?» Elle y réfléchit. « Vous faire vous sentir moins seule. » Auguste hocha lentement la tête. « C'est exactement ça. » Plus tard, cette semaine-là, Liliane Dubois vint en visite. Clémence cataloguait des enregistrements lorsque l'élégante femme âgée apparut à sa porte. « Alors vous êtes la pianiste dont mon petit-fils ne cesse de parler. » Clémence se leva rapidement. « Madame Dubois, c'est un honneur. » Liliane fit un signe de la main. « Appelez-moi Liliane, ma chère. Puis-je » Elle désigna le piano. « Bien sûr. » Liliane s'assit, ses doigts se déplaçant sur les touches, avec une force surprenante pour une femme de son âge. La mélodie était enjouée, légère. « Auguste me dit que vous étiez au Conservatoire de Paris. »« Oui, madame. Jusqu'à ce que ma mère tombe malade. » Liliane hocha la tête. « La famille passe avant tout, je respecte cela. » Elle regarda Clémence attentivement. « Vous savez, j'étais pianiste de concert avant de me marier. J'ai joué dans toute l'Europe. Cela a dû être incroyable. Ça l'était. Mais ensuite, j'ai rencontré Richard Dubois, et la musique est devenue quelque chose de différent. » Liliane sourit au souvenir. « Au lieu de jouer pour des publics, je jouais par amour. » Elle se leva. « Vous avez fait quelque chose de remarquable, mademoiselle Leroy. Vous avez rappelé à mon petit-fils pourquoi il a commencé à composer. Je ne crois pas avoir fait quoi que ce soit de spécial. C'est là que vous vous trompez. » Liliane lui tapota la main. « J'étais la seule femme dans cette maison à comprendre que la musique ne se souciait pas de la couleur de votre peau. Maintenant, vous êtes la deuxième. » Après le départ de Liliane, Auguste trouva Clémence toujours plongée dans les paroles de la vieille femme. « Ma grand-mère vous apprécie, dit-il. Elle n'apprécie pas beaucoup de gens. Elle est remarquable. Elle l'est. » Auguste hésita. « Clémence, j'ai une faveur à vous demander. Le studio organise un dîner la semaine prochaine pour des investisseurs. Voudriez-vous venir? En tant qu'invité, pas en tant que personnel. » Clémence cligna des yeux de surprise. « Oh, pourquoi? Parce que j'apprécie votre opinion et parce que vous pourriez apprécier une soirée. » Elle pensa à sa mère, aux factures médicales qui s'accumulaient toujours, à la différence entre être l'employé d'Auguste et être son invité. « Je devrais organiser des soins pour ma mère. Je peux vous aider avec ça? » « Non. » Clémence secoua fermement la tête. « C'est ma responsabilité. » Auguste hocha la tête. « Je comprends. Mais l'invitation tient toujours. » Cette nuit-là, Clémence en discuta avec sa mère. « Tu devrais y aller, insista Gisèle. Madame Durand, ma voisine, peut rester avec moi. »
C'est juste un dîner d'affaires, maman. Gisèle haussa un sourcil. Vraiment? La façon dont tu parles de cet homme. C'est mon patron. Gisèle sourit d'un air entendu. Et le ciel est juste bleu. Le soir du dîner arriva. Clémence portait sa seule robe élégante, une simple robe noire qu'elle avait achetée pour un récital il y a des années. Alors que la voiture d'Auguste s'arrêtait devant son immeuble, elle sentit un battement de nerfs. Auguste sortit, beau dans un costume sur mesure. Il s'arrêta net en la voyant. « Vous êtes magnifique, dit-il doucement. C'est juste une vieille robe. Ce n'est pas la robe. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « C'est vous. » Le restaurant était l'endroit le plus chic que Clémence eût jamais vu. Des lustres en cristal pendèrent du plafond. Des hommes en costumes coûteux et des femmes parées de bijoux étincelants remplissèrent le salon privé. « Auguste chéri !» Sophie Desjardins apparut, superbe dans une robe rouge. Son sourire faiblit quand elle vit Clémence. « Et qui est-ce ?»« Clémence Leroy, mon archiviste musical. » La main d'Auguste se posa légèrement sur le dos de Clémence. « Clémence, voici Sophie Desjardins. »« L'ex-fiancée, » dit Sophie avec un sourire contraint. Bien que « ex » soit un mot si dur, n'est-ce pas, Auguste? Tout au long du dîner, Clémence se sentit mal à l'aise. La conversation tournait autour de l'argent, des relations et de la politique des studios. Sophie n'arrêtait pas de toucher le bras d'Auguste, riant trop fort à ses commentaires. « Alors, Clémence, » dit Maximilien Fournier, un dirigeant de studio, « Auguste me dit que vous êtes une excellente pianiste. »« Je joue un peu, » dit-elle modestement. « Plus qu'un peu, » corrigea Auguste. Clémence était au Conservatoire de Paris. Sophie haussa un sourcil. « Et maintenant, vous classez les partitions d'Auguste. C'est un sacré changement de carrière. » Avant que Clémence ne puisse répondre, Maximilien prit la parole. « Le restaurant a un piano dans la salle à manger principale. Peut-être pourriez-vous nous jouer quelque chose après le dîner. » Clémence regarda Auguste, qui semblait mal à l'aise. « Je ne pense pas. En fait, » interrompit Clémence, « j'adorerais. » Après le dîner, ils se dirigèrent vers la salle à manger principale. Le maître d'hôtel conduisit Clémence à un magnifique piano blanc dans le coin. Alors qu'elle s'asseyait, Clémence ressentit un moment de panique. Ces gens n'étaient pas ses amis. Ils la jugeaient, la mettaient à l'épreuve. Elle ferma les yeux et pensa à sa mère, au visage d'Auguste quand il l'avait entendu jouer pour la première fois, aux paroles de Liliane sur le fait de jouer par amour. Ses doigts trouvèrent les touches et elle commença à jouer. Pas les pièces classiques virtuoses qu'elle avait apprises au conservatoire, mais quelque chose de simple et de sincère. La mélodie qu'elle avait jouée à la soirée d'Auguste, mais plus étoffée maintenant, plus développée. Quand elle eut fini, la salle fut silencieuse, puis les applaudissements éclatèrent, pas seulement de leur table, mais de tout le restaurant. Auguste la regardait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Fierté? Admiration? Quelque chose de plus? C'était la mélodie préférée de ma mère, expliqua-t-elle alors qu'ils rentraient de chez eux. Je travaille dessus depuis des années. C'est extraordinaire. Auguste la regarda. Vous êtes extraordinaire. Devant son appartement, il la raccompagna jusqu'à la porte. Merci d'être venu ce soir, dit-il. Je sais que ce n'était pas facile. Vos amis sont intéressants. Auguste rit. Ce ne sont pas mes amis. Ce sont des relations d'affaires. Il devint sérieux. Mes amis sont bien plus rares. Leurs regards se croisèrent dans la faible lumière du couloir. Un instant, Lise pensa qu'il allait l'embrasser. Son cœur s'emballa. Au lieu de cela, il lui serra la main. « Bonne nuit, Lise. » Le lendemain matin, Lise arriva au studio et trouva Auguste déjà là, jouant un nouveau morceau. Il intégrait des éléments de ce qu'elle avait joué la nuit précédente, tissés dans quelque chose de plus vaste et de plus complexe. « C'est magnifique, » dit-elle depuis l'entrée. Auguste leva les yeux, son visage s'illuminant quand il la vit. « C'est pour le nouveau film dont je compose la musique. Le réalisateur a entendu votre jeu hier soir et a adoré. »« Mon jeu ?» J'ai enregistré un petit bout sur mon téléphone. Il parut gêné. « J'espère que ça ne vous dérange pas. »« Bien sûr que non. Il veut utiliser des éléments de votre mélodie comme thème d'amour. » Auguste hésita. « Avec votre permission, bien sûr. Vous auriez un crédit complet et un cachet. » Lise réfléchit vite. Un crédit sur la musique d'un grand film. De l'argent qui pourrait aider pour les traitements de sa mère. « Oui, » dit-elle, « je serais honoré. » Alors qu'ils travaillaient ensemble au cours des semaines suivantes, quelque chose changea entre eux. Auguste sollicitait son opinion sur ses compositions. Ils jouaient ensemble, improvisant et riant de leurs erreurs. Un soir, alors que le soleil couchant peignait le studio d'or, Auguste lui parla de sa mère. « Les médecins disent que le nouveau traitement fonctionne, » lui dit Lise. « Elle reprend des forces. J'aimerais la rencontrer un jour. » Lise sourit. « Ça lui ferait plaisir. Elle écoute votre musique tout le temps. »
Ma grand-mère veut la rencontrer aussi. Elle a suggéré un dîner au domaine. C'est très gentil, mais... Pas de mais, l'interrompit Auguste doucement. Dites simplement oui. Ainsi, par un doux dimanche soir, Gisèle Durand vint dîner au domaine de Montaigne. Elle était assise dans son fauteuil roulant, la tête haute, chaque centimètre la chef de chœur qu'elle avait été autrefois. Solange l'apprécia immédiatement. « J'entends dire que vous avez une sacrée voix, Madame Durand, et j'entends dire que vous avez un sacré talent, Madame de Montaigne. » Les deux femmes âgées échangèrent des regards complices, comme si elles partageaient un secret. Après le dîner, ils se dirigèrent vers le salon de musique. Auguste s'assit au piano, jouant doucement tandis que les autres discutaient. « Jouez quelque chose avec Lise, » suggéra Solange. Auguste regarda Lise. « On y va ?» Ensemble, ils s'assirent au piano. Sans discuter, ils commencèrent à jouer, leurs mains se mouvant en parfaite synchronisation. La mélodie grandit entre eux, ni l'un ni l'autre ne menant ou ne suivant, juste créant ensemble. Quand ils eurent fini, Gisèle avait les larmes aux yeux. « C'est ce que la musique est censée être, » dit-elle, « une conversation entre les âmes. » Plus tard, alors qu'Auguste aidait Gisèle à monter en voiture, elle lui serra la main. « Vous êtes bon pour ma fille, » dit-elle doucement. Elle sourit de nouveau. Auguste les regarda s'éloigner, sentant une chaleur dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le lendemain, Lise ne vint pas au studio. Auguste appela, inquiet, mais n'eut pas de réponse. L'après-midi, il était assez inquiet pour se rendre à son appartement. Il frappa à la porte, le cœur battant. Une voisine passa la tête. « Si vous cherchez Lise, elle est à l'hôpital Saint-Antoine. Sa mère a eu une aggravation de son état la nuit dernière. » Auguste les trouva dans la salle d'attente des soins intensifs. Lise leva les yeux, surprise de le voir. « Auguste, qu'est-ce que vous faites ici ?»« Votre voisine me l'a dit. » Il s'assit à côté d'elle. « Comment va-t-elle ?»« Pas bien. » La voix de Lise se brisa. « Les médecins disent que ça s'est propagé. Ils font ce qu'ils peuvent, mais... » Sans réfléchir, Auguste la serra dans ses bras. Elle se raidit, puis se détendit contre lui, ses larmes mouillant sa chemise. « Je ne peux pas la perdre, » murmura-t-elle. « Elle est tout ce que j'ai. »« Tu m'as, » dit Auguste doucement. « Tu m'as. » Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce qu'une infirmière vienne leur dire qu'ils pouvaient voir Gisèle. Auguste attendit dehors pendant que Lise entrait. Des heures passèrent. Auguste fit des appels, fit livrer à manger, annula des rendez-vous. Quand Lise émergea enfin, ses yeux étaient rouges mais secs. « Elle est stable, pour l'instant. Laissez-moi vous ramener. Vous avez besoin de repos. » À son appartement, Auguste hésita à la porte. « Ça ira toute seule. » Lise le regarda vraiment. L'inquiétude dans ses yeux, la façon dont il avait tout laissé tomber pour être avec elle. « Reste, » dit-elle. « Juste un petit moment. » Ils s'assirent sur son petit canapé, parlant doucement. De sa mère, de musique, de rêves mis de côté. « Quand j'étais petite, » dit Lise, « ma mère m'enregistrait quand je jouais. Elle a des boîtes de cassettes quelque part. J'adorerais les écouter un jour. » Lise sourit, fatiguée. « C'est affreux. Mais elle les a gardées quand même, parce qu'elle croyait en toi. Oui, même quand j'ai cessé de croire en moi. » Auguste lui prit la main. « Je crois en toi aussi. » Leurs regards se croisèrent. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Auguste se pencha et l'embrassa doucement. Lise sentit quelque chose en elle s'ouvrir, comme une chanson trouvant son refrain. Quand ils s'éloignèrent, Auguste lui toucha le visage. « J'ai voulu faire ça depuis la première fois que je t'ai entendu jouer. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'avais peur, de ressentir trop, de ne pas être assez. » Lise l'embrassa de nouveau, une promesse dans la pression de ses lèvres. « Tu es assez. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon de visites à l'hôpital et de moments calmes ensemble. Auguste réorganisa son emploi du temps pour être avec Lise le plus possible. Il apporta son ordinateur portable à l'hôpital, composant pendant qu'elle était assise avec sa mère. Un après-midi, il trouva Lise dans la chapelle de l'hôpital, pleurant doucement. « Les médecins disent que ce n'est qu'une question de temps, » lui dit-elle. « Quelques semaines, peut-être. » Auguste la serra fort contre lui. « Que puis-je faire? Juste être là. Toujours, » promit-il. Cette nuit-là, Auguste ne put pas dormir. Une idée s'était emparée de lui. Il alla à son studio et commença à travailler, la musique coulant de ses doigts comme une prière. Le lendemain matin, il arriva à l'hôpital avec son ordinateur portable et une petite enceinte. « Je veux jouer quelque chose pour ta mère, » dit-il à Lise. Un nouveau morceau. Dans la chambre de Gisèle, Auguste installa l'enceinte. La musique commença doucement. La mélodie de Lise entrelacée avec quelque chose de nouveau. Elle se développa lentement, comme une histoire racontée note par note. Joie et chagrin, espoir et douleur, tout dansant ensemble. Les yeux de Gisèle s'ouvrirent.
Elle sourit faiblement. « C'est la musique de ma fille. »« Et la mienne, » dit Auguste, prenant la main de Lise. « Nous l'avons écrite ensemble. »« Bien. » La voix de Gisèle était à peine un murmure. La musique a besoin de partenaires. Après une semaine de veille, Lise s'endormit dans la chaise de l'hôpital. Auguste la couvrit de sa veste et sortit pour appeler sa grand-mère. « Comment vont-elles » demanda Solange. « Gisèle tient bon, Lise est épuisée. »« Et toi, mon cher ?» Auguste soupira. « Je suis amoureux d'elle, mamie. »« Je sais. » La voix de Solange était chaleureuse. « Le lui as-tu dit ?»« Pas encore. Ça ne semble pas être le bon moment. » Il n'y a jamais de moment parfait pour l'amour, Auguste. Juste des personnes parfaites. Quand il retourna dans la chambre, Lise était éveillée, regardant son téléphone. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, voyant son expression. « Ce sont les créanciers, les factures médicales. » Elle secoua la tête. « Je ne sais pas comment je vais pouvoir les payer. » Auguste s'assit à côté d'elle. « Laisse-moi t'aider. »« Je ne peux pas te demander ça. »« Tu ne demandes pas, j'offre. » Il lui prit les mains. « Lise, quand tu es entrée dans ma vie, tu y as ramené la musique. Laisse-moi faire ça pour toi, pour ta mère. » Lise le regarda, les larmes lui remplissant les yeux. « Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? »« Parce que je t'aime. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, simples et vrais. Le souffle de Lise se coupa. « Auguste, tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Je voulais juste que tu le saches. » Mais Lise secoua la tête, un léger sourire perçant à travers ses larmes. « Je t'aime aussi. Je crois que c'est le cas depuis cette première nuit au piano. » Auguste la serra fort contre lui, son cœur débordant. Au milieu du chagrin, ils s'étaient trouvés. Dans l'espace entre les notes, ils avaient trouvé l'amour. Et même s'ils ne pouvaient savoir ce que l'avenir leur réservait, pour l'instant, ils avaient ce moment, cette harmonie parfaite. Dans son lit d'hôpital, Gisèle les regarda avec un sourire paisible. Sa fille avait retrouvé sa chanson, et cette fois, elle n'aurait pas à la jouer seule. 2 semaines plus tard, Gisèle Durand s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Lise était à ses côtés, lui tenant la main. Auguste se tenait près d'elle, un soutien silencieux. Les obsèques eurent lieu à l'église de Saint-Sulpice, où Gisèle avait dirigé le chœur pendant 20 ans. Les bancs étaient remplis de personnes dont elle avait touché la vie. D'anciens membres de la chorale chantèrent ses hymnes préférés, leur voix s'élevant jusqu'aux voûtes. Lise était assise au premier rang, Auguste à ses côtés. Sa main ne quitta jamais la sienne. « Elle a l'air si paisible », murmura Solange de Montaigne, assise de l'autre côté de Lise. La femme âgée avait insisté pour être présente, malgré ses douleurs d'arthrite. Après la cérémonie, les gens firent la queue pour offrir leurs condoléances. Ils étreignirent Lise, racontèrent des histoires sur sa mère, lui glissèrent des plats mijotés dans les mains. « Ta maman était si fière de toi, » dit Madame Dubois, leur voisine. « Elle faisait écouter tes enregistrements du Conservatoire de Paris à quiconque voulait bien écouter. » Au moment où ils retournèrent à l'appartement de Lise, elle était épuisée. Auguste la guida vers le canapé. « Je peux te chercher quelque chose ?» demanda-t-il. « Reste juste avec moi. » Ils s'assirent en silence, son bras autour de ses épaules. L'appartement semblait vide, sans la présence de Gisèle. « Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant, » admit Lise. « Cet endroit me semble si creux. Tu n'as pas à décider quoi que ce soit maintenant. » Auguste l'embrassa sur le front. « Respire juste. » Les jours qui suivirent furent un flou. Auguste aida Lise à trier les affaires de Gisèle. Chaque objet recelait un souvenir. Ses robes de chorale, sa collection de disques de gospel, la Bible qu'elle lisait chaque soir. « Regarde ça », dit Lise un après-midi, ouvrant une boîte qu'elle avait trouvée dans le placard de sa mère. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de cassettes audio, chacune étiquetée du nom de Lise et d'une date. Mais récital. Auguste en prit une. 12 mai 1999. Lise joue Mozart. Lise sourit à travers ses larmes. « J'avais 8 ans. J'ai tellement raté la partie centrale. Elle les a toutes gardées. Elle croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. » Lise referma la boîte avec précaution, même quand j'ai cessé de croire en moi. Cette nuit-là, Auguste emmena Lise dîner dans un restaurant calme à l'écart des foules. « J'ai réfléchi, » dit-il, alors qu'ils terminaient leur repas. « Le pavillon d'amis sur ma propriété est vide. Il y a un piano, tu pourrais y rester pendant que tu arranges les choses. » Lise parut surprise. « Emménager avec toi ? Pas exactement avec moi. Le pavillon d'amis est séparé. Tu aurais ton propre espace. » Il lui prit la main. « Pas de pression, juste une option. » Lise pensa à son appartement vide, les souvenirs, les factures qui continuaient d'arriver malgré le décès de sa mère. « Je vais y réfléchir, » dit-elle. Le lendemain, Auguste était dans son studio quand son téléphone sonna. C'était Étienne Mercier, le réalisateur avec qui il travaillait. « Auguste,
Les dirigeants du studio viennent d'écouter vos dernières compositions. Ils sont époustouflés. C'est une excellente nouvelle. Ils veulent rencontrer la femme qui l'a inspiré, votre ami pianiste. » Auguste hésita. Lise vient de perdre sa mère. Elle n'est pas prête pour des réunions de l'industrie. Cela pourrait être énorme pour vous deux. La bande originale est déjà considérée pour des nominations aux récompenses. Je vais lui en parler, promit Auguste, mais sans pression. Quand il parla à Lise de l'appel, elle parut dépassée. Je ne sais pas si je peux gérer ça en ce moment. On peut attendre, la rassura Auguste. Le film ne sortira pas avant des mois. Lise secoua la tête. Non, ma mère voudrait que j'aille de l'avant. Elle lui serra la main. Et oui, je vais rester dans votre pavillon d'amis. Pour un temps. Le pavillon d'amis était charmant. Un petit cottage avec une chambre, un salon et une cuisine. Des portes-fenêtres s'ouvraient sur un jardin. Et dans un coin, un petit piano à queue. C'est parfait, dit Lise alors qu'Auguste lui faisait visiter. Ma grand-mère pratiquait ici quand elle voulait de l'intimité. Auguste sourit. Elle sera heureuse de savoir que tu l'utilises. Alors que Lise s'installait, elle commença à guérir. Elle jouait du piano des heures chaque jour, parfois riant, parfois pleurant. La musique devint sa thérapie. Auguste lui laissait de l'espace, mais prenait de ses nouvelles quotidiennement. Ils dînaient ensemble la plupart des soirs, soit à la maison principale, soit en ville. Un soir, Solange les rejoignit. Elle observa Lise et Auguste avec des yeux avisés. « Vous me rappelez Henri et moi, leur dit-elle. Ils me regardaient de la même façon qu'Auguste te regarde. » Lise rougit. « Nous sommes encore en train de comprendre les choses. L'amour n'est pas quelque chose qu'on comprend, ma chère. C'est quelque chose dans lequel on tombe, comme une mélodie familière. » Plus tard cette semaine-là, Auguste emmena Lise au studio pour rencontrer Étienne Mercier. Le réalisateur fut immédiatement charmé par elle. « Votre mélodie est le cœur de cette bande originale, » lui dit-il. « Nous aimerions vous présenter en train de la jouer sur le générique de fin. » Lise regarda Auguste surprise. « Moi, jouer ? Ce serait parfait, » insista Étienne. Le compositeur et sa muse, jouant ensemble. « Je ne suis pas sa muse, » corrigea Lise. « Je suis musicienne. » Étienne sourit. « Encore mieux. Nous filmerons ça le mois prochain, si ça vous convient. » En quittant la réunion, Auguste remarqua que Lise était silencieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Si tu ne veux pas faire l'enregistrement, tu n'es pas obligé. » « Ce n'est pas ça. » Elle parut troublée. « C'est la façon dont il m'a appelé ta muse. Comme si j'étais juste une inspiration, pas une créatrice à part entière. » Auguste s'arrêta de marcher. « Tu as raison. Je suis désolé. J'aurais dû le corriger. Ce n'est pas ta faute, c'est juste. » Lise soupira. « Toute ma vie, les gens m'ont mise dans des cases. La jeune fille noire et pauvre qui joue du piano classique. L'aide ménagère qui a surpris tout le monde par son talent. Maintenant, je suis la petite amie du compositeur qui a inspiré son retour. » Auguste lui prit les mains. « Tu es bien plus que toutes ces étiquettes. Tu es Lise Durand, pianiste et compositrice extraordinaire. Et je suis l'homme chanceux qui a la chance de créer de la musique avec toi. » Ces mots réchauffèrent son cœur, mais le doute persistait. Pourrait-elle vraiment construire une carrière après tout ce temps? Les gens la prendraient-ils au sérieux ou serait-elle toujours vue à travers le prisme de sa relation avec Auguste? Le lendemain, Lise s'exerçait quand on frappa à la porte du pavillon d'amis. Elle ouvrit et trouva Camille Leclerc, impeccable dans une robe de créateur. « Bonjour, Lise. Puis-je entrer ?» Avec prudence, Lise s'écarta. Camille entra, regardant autour d'elle avec un dédain à peine dissimulé. « Cosy, » dit-elle. « Auguste m'a dit que tu restais ici. Que puis-je faire pour vous, Camille ? Je suis venu te féliciter. La nouvelle bande originale d'Auguste fait un bruit incroyable. » Camille s'assit sans y être invitée sur le canapé. « Et maintenant, j'entends dire que tu vas jouer pour le film. Une belle ascension depuis le ménage. » Lise croisa les bras. « Y avait-il quelque chose de précis que vous vouliez discuter ? Je suis juste curieuse de votre arrangement avec Auguste. » Le sourire de Camille était aiguisé. « Tout est arrivé très vite. Notre relation ne vous regarde pas. »« Oh, mais si. Vous voyez, Auguste et moi avons une histoire. 10 ans d'histoire. » Camille se leva. « T'a-t-il dit que nous discutions de réconciliation juste avant ton arrivée ?» Lise garda son visage neutre, bien que son cœur s'emballe. « Encore une fois, c'est entre Auguste et vous. Il a un schéma, tu sais. S'enticher de la nouveauté de quelqu'un, puis passer à autre chose quand l'excitation s'estompe. » Camille se dirigea vers la porte. « Juste quelque chose à considérer, surtout si tu fondes ta carrière sur son intérêt. » Après son départ, Lise s'assit au piano, troublée. Y avait-il une part de vérité dans les paroles de Camille? Auguste avait un historique de relations ratées. Les tabloïds l'appelaient le maestro sans muse, pour une raison. Elle jouait encore des accords coléreux, dissonants, quand Auguste la trouva des heures plus tard.
Ça ne ressemble pas à ton style habituel, dit-il depuis l'entrée. Lise s'arrêta brusquement. Camille est passée aujourd'hui. Le sourire d'Auguste disparut. Que voulait-elle? M'avertir apparemment. De ton habitude de te désintéresser des relations. Auguste s'assit à côté d'elle sur le banc. Camille et moi, c'était fini bien avant que je te rencontre. Elle est juste contrariée parce que le studio a choisi ma partition plutôt que la recommandation de son père. Elle a dit que vous discutiez de réconciliation. Ce n'est pas vrai. Auguste prit les mains de Lise. Écoute-moi, ce que je ressens pour toi est différent de tout ce que j'ai jamais ressenti auparavant. C'est réel, c'est durable. Lise voulait le croire, mais le doute s'était enraciné. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle doucement. Auguste hocha la tête, la douleur dans ses yeux. Je comprends. Pendant les jours suivants, Lise resta seule. Elle joua du piano, se promena dans les jardins, pensa à sa mère. Que lui dirait Gisèle de faire? Un après-midi, elle trouva Solange assise sur un banc dans la roseraie. « Puis-je me joindre à vous » demanda Lise. « S'il vous plaît. » Solange tapota le siège à côté d'elle. « La compagnie me ferait du bien. » Elles s'assirent dans un silence confortable pendant un moment. Puis Solange parla. « Mon petit-fils est malheureux, tu sais. Il joue la musique la plus mélancolique que j'ai entendue depuis des années. » Lise soupira. « Camille a dit des choses qui m'ont fait tout remettre en question. »« Ah, Camille !» Solange fronça les sourcils. « Cette femme essaie de mettre ses griffes sur la fortune de Montaigne depuis qu'elle est adolescente. Elle a dit qu'Auguste avait l'habitude de se désintéresser. Auguste a l'habitude de se protéger. » Solange se tourna vers Lise. Ses parents étaient rarement à la maison. Son père critiquait tout ce qu'il faisait. Il a appris tôt que l'amour était conditionnel. Je ne savais pas ça. Il n'en parle pas. Solange prit la main de Lise. Mais avec toi, il est différent, ouvert, vulnérable. Je ne l'ai pas vu comme ça depuis qu'il était enfant. Lise pensa à la façon dont Auguste la regardait quand elle jouait. Comment il avait tout laissé tomber pour être avec elle pendant la maladie de sa mère. Comment il ne lui avait jamais demandé d'être autre chose qu'elle-même. J'ai peur, admit-elle. Pas seulement d'être blessée, mais de me perdre dans son monde. Alors ne le fais pas. La voix de Solange était ferme. Affirme-toi. Sois Lise Durand, la pianiste. Pas seulement la petite amie d'Auguste de Montaigne. Le lendemain matin, Lise trouva Auguste dans son studio, travaillant sur un nouveau morceau. « On peut parler » demanda-t-elle depuis l'entrée. Il se retourna, l'espoir et la prudence dans ses yeux. « Bien sûr !» Lise s'assit en face de lui. « Je suis désolée de m'être éloignée, j'avais peur. »« De quoi ?»« De me perdre, d'être définie par notre relation au lieu de mon propre talent. » Elle prit une profonde inspiration. « Toute ma vie, j'ai lutté pour être vue pour qui je suis. » Auguste hocha la tête. « Je comprends ça. Que puis-je faire pour t'aider? Donne-moi de l'espace pour grandir en tant qu'artiste, pour trouver mon propre chemin. Je le ferai. Toujours. » Il hésita. « Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Il la conduisit dans une autre pièce du studio, une où elle n'était jamais allée. À l'intérieur se trouvait une petite installation d'enregistrement et un autre piano. « Je veux que tu aies cet espace. Pour composer, enregistrer, créer, tout ce que tu veux, sans aucune condition. » Auguste parut sincère. « Ton nom n'a pas besoin d'être lié au mien professionnellement si tu ne le souhaites pas. » Lise fit le tour de la pièce, touchée par son geste. « Merci. Et il y a autre chose. » Auguste lui tendit une enveloppe. « C'est une candidature pour un programme spécial à l'Orchestre de Paris, pour compositeur. Je pense que tu devrais postuler. » Lise l'ouvrit, surprise. « Tu penses que je suis prête pour ça? Je sais que tu l'es. » Leurs regards se croisèrent, et la tension des jours passés disparut. Lise s'avança et l'embrassa doucement. « Je t'aime, » murmura-t-elle. « Je t'aime aussi, » répondit-il. « Toi tout entière, la pianiste, la compositrice, la femme qui me met au défi chaque jour. » Dans les semaines qui suivirent, Lise trouva ses marques. Elle continua d'aider Auguste dans son travail, mais passa également des heures dans son nouvel espace de studio, développant ses propres compositions. Elle postula pour le programme de l'orchestre et commença à donner des leçons de piano à des enfants de l'église de sa mère. Auguste la soutint à chaque étape, fier de son indépendance. Le jour de leur séance d'enregistrement pour le film arriva. Ils jouèrent la mélodie de Lise, maintenant développée en un morceau complet, avec Auguste sur un piano et Lise sur un autre. Des caméras filmèrent la performance pour le générique de fin du film. Lise était nerveuse alors qu'il s'installait dans un grand studio d'enregistrement. Lumière, caméra, équipement sonore les entouraient. « Ne t'inquiète pas pour les caméras, » lui dit Auguste. « Joue simplement pour toi, comme tu l'as toujours fait. » Le réalisateur demanda le silence. Le voyant rouge s'alluma. Augustin fit un signe de tête à Tiara et ils commencèrent à jouer.
La mélodie s'écoula entre eux, une conversation en notes. Elle raconta leur histoire, depuis cette première nuit à la fête jusqu'à la chambre d'hôpital de Laurette, du doute à la confiance, de la perte à l'amour. Quand ils eurent terminé, le studio était silencieux, puis des applaudissements éclatèrent de la part de l'équipe. « C'était magique », dit Étienne, essuyant une larme. « Absolument magique. » Plus tard ce soir-là, lors d'un dîner de célébration, Étienne leva son verre, à Augustin et Tiara, le partenariat musical le plus passionnant que j'ai vu depuis des années. Tiara sourit au mot « partenariat », pas muse, pas petit ami, partenaire. Après le dîner, Augustin suggéra une promenade le long de la promenade des Anglais. La nuit niçoise était douce, les étoiles scintillaient au-dessus. « Je suis si fier de toi », dit Augustin, lui serrant la main. « Tu as été incroyable aujourd'hui. Nous étions incroyables ensemble, » corrigea Tiara. « Je n'aurais jamais cru trouver quelqu'un qui comprenne ma musique comme toi. » Augustin s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. « Il y a quelque chose que je voulais te demander. » Le cœur de Tiara manqua un battement. « Qu'est-ce que c'est ? Tu te souviens de cette nuit à la fête, quand j'ai lancé ce défi ridicule de me marier avec quiconque pourrait jouer quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant ?» Elle rit. « Comment pourrais-je l'oublier ? C'était la chose la plus arrogante que j'ai jamais entendue. Eh bien, je me suis trompé sur tant de choses cette nuit-là. » Augustin prit ses deux mains. « Mais j'avais raison sur une chose. J'ai bien trouvé la femme avec qui je veux passer ma vie. » Le souffle de Tiara se coupa quand Augustin s'agenouilla. « Tiara Dubois, tu as ramené la musique dans ma vie, alors que tout ce que j'entendais n'était que du bruit. Tu m'as défié, inspiré et aimé au plus bas. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Veux-tu m'épouser ?» À l'intérieur de la boîte se trouvait une bague. Pas un diamant ostentatoire, mais un anneau d'or, avec de petites notes de musique gravées tout autour. Les larmes remplirent les yeux de Tiara. « Augustin, tu n'as pas à répondre tout de suite, » dit-il rapidement. « Je sais que c'est tôt, et avec ta mère... »« Oui, » l'interrompit-elle. « Ma réponse est oui. » La joie se répandit sur le visage d'Augustin. Il glissa la bague à son doigt et se leva, la tirant dans ses bras pour un baiser qui ressemblait au début d'une nouvelle chanson. Quand ils se séparèrent enfin, Tiara regarda la bague scintiller au clair de lune. « Elle est parfaite, » dit-elle. « Pas trop ostentatoire. Comme notre amour, » répondit Augustin. « Pas pour le spectacle, juste vrai. » Ils rentrèrent main dans la main, planifiant leur avenir ensemble. Un petit mariage, une lune de miel à Paris où ils pourraient visiter les grandes salles de concert, une vie remplie de musique et d'amour. Mais de retour au domaine, une surprise les attendait. La voiture de Vanessa était garée dans l'allée. « Que fait-elle ici ?» demanda Tiara, la tension revenant dans ses épaules. « Je n'en ai aucune idée. » Augustin fronça les sourcils. « Allons voir. » Ils trouvèrent Vanessa dans la maison principale, en conversation avec Liliane. Quand elle les vit, ses yeux allèrent immédiatement vers la bague au doigt de Tiara. « Eh bien, dit-elle, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Félicitations s'imposent, à ce que je vois. »« Merci, » dit Augustin froidement. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Vanessa ?» Vanessa brandit un magazine. En couverture, une photo d'Augustin et Tiara au studio d'enregistrement, jouant ensemble. Le titre disait « Le maître trouve sa muse. La romance d'Augustin Delacroix, des modestes débuts à la gloire. » « Cela est paru aujourd'hui, » dit Vanessa. « J'ai pensé que vous devriez le voir avant que les journalistes ne plantent leur tente sur votre pelouse. » Tiara prit le magazine, lisant le sous-titre « De femme de chambre à partenaire musical, comment une élève ayant abandonné le conservatoire a capturé le cœur du compositeur, le plus en vue du cinéma français. »« Ils font ça comme si je cherchais un mari riche, » dit-elle dégoûtée. « La presse adore les histoires de Cendrillon, » haussa les épaules Vanessa, surtout avec une touche inattendue. Augustin se tendit. « Ça suffit, Vanessa. Je ne suis que la messagère, » dit Vanessa innocemment. « L'article mentionne la mort de ta mère, Tiara, et tes difficultés financières, même ton emploi de femme de chambre. Quelqu'un a fait ses recherches. Ou quelqu'un a parlé à la presse, » dit Liliane sèchement. « Quelqu'un qui connaissait tous ces détails. » Le sourire de Vanessa se crispa. « Je devrais y aller. Je voulais juste vous prévenir tous les deux. La presse peut être si invasive. » Après son départ, Tiara s'assit lourdement sur le canapé, tenant toujours le magazine. « Je suis désolé, » dit Augustin s'asseyant à côté d'elle. « J'aurais dû m'y attendre. »« Ce n'est pas ta faute. » Tiara soupira. « Je déteste juste la façon dont ils ont déformé notre histoire. Fais croire que j'étais après ton argent. Personne qui te connaît ne croirait jamais cela. Mais qu'en est-il des autres? Tes collègues? Tes fans ?» Tiara regarda la bague à son doigt. « Est-ce que notre vie sera comme ça? Un examen constant,
Des jugements sur mes motivations. Augustin mit son bras autour d'elle. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent. Nous ne pouvons connaître que la vérité nous-mêmes. Liliane était assise en face d'eux. Quand Richard et moi nous sommes mariés, les gens disaient que j'étais aussi après la fortune des Delacroix. Disaient que j'avais abandonné ma carrière pour de l'argent. Qu'avez-vous fait? Demanda Tiara. J'ai continué à jouer. Plus sur les grandes scènes, mais partout où je le pouvais. J'ai enseigné, j'ai composé. Liliane sourit. Je leur ai montré par mes actions que la musique était toujours mon premier amour. Tiara hocha la tête, comprenant. C'est ce que je dois faire aussi. Le lendemain matin, Tiara se leva tôt. Elle se rendit à son espace studio et commença à travailler sur une nouvelle pièce, quelque chose qu'elle entendait dans sa tête depuis qu'Augustin l'avait demandé en mariage. Des heures plus tard, Augustin la trouva toujours au piano. « Tu as été occupé », dit-il, l'embrassant sur le dessus de la tête. « J'écris notre musique de mariage », expliqua-t-elle. « Quelque chose qui raconte notre vraie histoire, pas la version des tabloïds. » Augustin l'écouta jouer ce qu'elle avait écrit jusqu'à présent. Cela commençait par deux mélodies distinctes, l'une majestueuse et confiante, l'autre plus hésitante mais belle. Peu à peu, elles s'entremêlèrent, créant quelque chose de plus grand que l'une ou l'autre seule. « C'est nous », dit-il doucement. « C'est nous », acquiesça-t-elle, et aucun magazine ne peut changer cela. Plus tard dans la journée, Tiara reçut un appel de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg. Elle avait été acceptée dans leur programme de compositeur. « Félicitations !» Augustin la souleva et la fit tournoyer quand elle le lui annonça. « Je savais que tu pouvais le faire. »« Ça commence le mois prochain, » dit-elle. « Je serai occupée avec les cours et les ateliers. Et la planification du mariage, » ajouta-t-il avec un sourire. « Un petit mariage, » lui rappela Tiara. « Juste la famille et les amis proches. Ce que tu veux. » Augustin l'embrassa. « Tant que tu joues notre chanson. » Ce soir-là, ils s'assirent sur la terrasse de la Dépendance, regardant le coucher de soleil. Augustin avait son bras autour de Tiara, sa tête posée sur son épaule. « Es-tu inquiète pour la presse ?» demanda-t-il. « De ce qu'ils diront quand nous annoncerons nos fiançailles. » Tiara y réfléchit. « Non, » dit-elle finalement. « Laisse-les parler. Nous connaissons la vérité. »« Et quelle est la vérité, mademoiselle Dubois ?» demanda Augustin, sa voix tendre. Tiara leva les yeux vers lui avec un sourire. Que parfois, la plus belle musique vient d'endroits inattendus. Et que l'amour, le vrai amour, ne se soucie pas des origines ou des comptes bancaires. Augustin l'embrassa doucement. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. À la tombée de la nuit, ils resteraient sur la terrasse, planifiant leur avenir, note par note. Les critiques viendraient, les jugements, les suppositions. Mais ils avèrent quelque chose de plus fort, un amour construit sur la compréhension, le respect et le langage partagé de la musique. Et cela, Tiara le savait, était une chanson qui valait la peine d'être défendue. La nouvelle des fiançailles d'Augustin et Tiara se répandit rapidement dans la haute société niçoise. Comme Vanessa l'avait prédit, les journalistes commencèrent à appeler. Certains campèrent même devant les grilles du domaine, espérant apercevoir le couple. « C'est ridicule, » dit Augustin un matin, tirant les rideaux pour se protéger des caméras à téléobjectif. « Je suis désolé que tu aies à gérer ça. » Tiara lui serra la main. « Ce n'est pas ta faute. Peut-être devrions-nous partir un moment, faire un voyage jusqu'à ce que ça se calme. » Mais Tiara secoua la tête. « Non, je ne me cacherai pas. J'ai le programme symphonique qui commence la semaine prochaine, et tu as la musique de film à terminer. » Augustin admira sa force. « Au moins, laisse-moi engager de la sécurité. Certains de ces journalistes deviennent agressifs. » Elle accepta ce compromis. Une équipe de sécurité fut engagée pour patrouiller les terrains du domaine et accompagner Tiara lorsqu'elle allait en ville. Le lundi suivant, Tiara assista à son premier jour au programme de compositeur de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg. Elle se sentit nerveuse en entrant dans le bâtiment, consciente des murmures et des regards des autres participants. « N'êtes-vous pas la fiancée d'Augustin Delacroix ?» demanda un jeune homme alors qu'ils attendaient l'instructeur. « Oui », répondit Tiara, « mais je suis aussi une compositrice à part entière. » L'instructeur, le docteur, Éléonore Martin était elle-même une compositrice renommée. Elle salua chaleureusement chaque étudiant, mais quand elle arriva à Tiara, son sourire se crispa. « Mademoiselle Dubois, votre candidature était intéressante. » Le docteur Martin regarda son presse-papier. « Vous avez quitté le conservatoire avant d'obtenir votre diplôme. »« Oui, en raison de circonstances familiales. Et vous n'avez pas composé professionnellement depuis. »« Pas professionnellement, non. Mais je n'ai jamais cessé d'écrire de la musique. » Le docteur Martin hocha la tête. « Eh bien, ce programme est très compétitif. Tout le monde ici a gagné sa place uniquement grâce à son talent. » L'implication était claire.
Certains pensaient que Tiara avait été acceptée en raison de sa relation avec Augustin. « Je comprends », dit Tiara calmement, « et j'ai hâte de faire mes preuves. » Le cours était exigeant. Le docteur Martin les poussait fort, critiquant leur travail sans détour. Quand ce fut le tour de Tiara de présenter sa composition, elle sentit tous les regards braqués sur elle. Elle joua la pièce sur laquelle elle avait travaillé, pas la musique de mariage, mais autre chose. Quelque chose qui parlait de son parcours, du conservatoire au lit de malade de sa mère, jusqu'à retrouver l'amour. Quand elle eut terminé, la salle était silencieuse. « Votre technique est rouillée », dit le docteur Martin finalement. « Mais il y a une émotion indéniable dans votre travail, un talent brut qui a besoin d'être affiné. » Ce n'était pas un grand éloge, mais c'était honnête. Tiara préférerait cela à une fausse flatterie n'importe quel jour. Après le cours, quelques étudiants s'approchèrent d'elle. « C'était magnifique », dit Lise, une violoniste devenue compositrice. « J'ai ressenti chaque note. »« Merci », répondit Tiara, surprise par le compliment sincère. « Certains d'entre nous vont prendre un café », continua Lise. « Voudriez-vous nous joindre ?» Pour la première fois depuis le début du programme, Tiara sentit qu'elle pourrait finalement trouver sa place. Pendant ce temps, Augustin faisait face à ses propres défis. Les dirigeants du studio de cinéma le pressaient de rendre la bande originale plus commerciale. « Nous avons besoin de quelque chose de plus accrocheur », dit Robert Picard, le chef du département musical. « Quelque chose qui vendra des bandes originales. » « La bande originale fonctionne parfaitement avec le film, argumenta Augustin. Elle raconte l'histoire. C'est trop artistique. Robert mélangea des papiers. Et tant que nous y sommes, cette mélodie que vous et votre fiancé avez créée, elle est jolie, mais nous envisageons de faire venir une star de la chanson pour enregistrer une version pour le générique de fin. Augustin se raidit. Ce n'était pas l'accord. Les plans changent. Le marketing pense que cela aidera à toucher un public plus large. L'accord était que Tiara et moi l'interpréterions. Robert soupira. Écoutez, Augustin, nous savons tous que vous êtes amoureux. C'est une belle histoire, mais c'est du business. Augustin quitta la réunion furieux. Il appela Étienne Keller, le réalisateur, qui promit de se battre pour le plan original. Mais même Étienne semblait incertain. Le studio a le dernier mot sur la musique, admit-il. Je ferai ce que je peux, mais prépare Tiara à cette éventualité. Ce soir-là, Augustin annonça la nouvelle à Tiara pendant le dîner. Ils ne peuvent pas faire ça, dit-elle, posant sa fourchette. Nous avons un contrat. Le contrat a des failles. Augustin passa une main dans ses cheveux. Je suis tellement désolé, Tiara. J'aurais dû être plus prudent. Ce n'est pas ta faute. Tiara resta silencieuse un instant. Peut-être que c'est pour le mieux. Je devrais me concentrer sur mon propre travail de toute façon. Non, dit Augustin fermement. Nous n'abandonnons pas. Je rencontre mon avocat demain. Mais Tiara posa sa main sur la sienne. Augustin, écoute-moi. J'apprécie que tu te battes pour ça, mais j'ai besoin de tenir sur mes propres pieds. Je suis dans ce programme maintenant. Je construis quelque chose pour moi-même. Augustin la regarda avec admiration. Tu es incroyable, tu sais ça? J'essaie juste de trouver mon chemin. Elle sourit. D'ailleurs, ton travail est trop bon pour être compromis. Ne les laisse pas le gâcher pour des questions de marketing. Augustin la tira dans ses bras. T'ai-je dit aujourd'hui à quel point je t'aime? Oui, mais ça ne me dérange pas de l'entendre à nouveau. Alors qu'il s'installait dans un rythme au cours des semaines suivantes, l'attention de la presse s'estompa progressivement. Tiara se jeta dans ses études, s'améliorant rapidement sous la direction exigeante du docteur Martin. Augustin continua de se battre pour sa vision originale de la musique de film. Leurs plans de mariage progressèrent lentement. Ils décidèrent d'une petite cérémonie dans le jardin du domaine de la Croix, avec juste des amis proches et la famille. « Ma mère aurait adoré ça », dit Tiara un soir, alors qu'ils regardèrent des arrangements floraux. « Elle sera là en esprit », lui assura Augustin. « Et dans la musique que tu écris pour la cérémonie. » Tiara avait travaillé sur leur pièce de mariage chaque fois qu'elle avait du temps libre. Elle était devenue quelque chose de complexe, mais intime, un véritable reflet de leur relation. Un après-midi, alors que Tiara s'entraînait dans son studio, Liliane vint lui rendre visite. « C'est magnifique », dit la femme âgée depuis l'embrasure de la porte. « C'est pour le mariage ?»« Oui. » Tiara sourit. « Voudriez-vous entendre ce que j'ai jusqu'à présent ?» Liliane s'assit à côté d'elle sur le banc pendant que Tiara jouait. Quand elle eut terminé, Liliane avait les larmes aux yeux. « C'est la plus belle chanson d'amour que j'ai entendue depuis longtemps, » dit-elle. « Ça me rappelle ce que j'ai écrit pour Richard quand nous nous sommes mariés. Vous avez aussi écrit de la musique pour votre mariage ?» Liliane hocha la tête. « Oui, mais à l'époque, ce n'était pas considéré comme convenable pour une femme de composer. Le programme la listait comme traditionnelle,
arrangé par L. Delacroix. C'est terrible. C'était une autre époque. Liliane tapota la main de Tiara. C'est pourquoi je suis si fier de toi. Tu revendiques ta place. Ton nom sera sur ce programme et sur tout ce que tu créeras d'autre. Avant que Tiara ne puisse répondre, Augustin fit irruption dans le studio, le visage illuminé d'excitation. « Nous avons gagné », annonça-t-il. « Étienne et moi avons convaincu le studio. Ils maintiennent notre plan original pour le générique de fin. Toi et moi jouant ensemble. » Tiara sauta pour le serrer dans ses bras. « C'est une excellente nouvelle. Et il y a plus, continua Augustin. Ils veulent en sortir la bande originale complète en album, incluant ta mélodie comme morceau vedette, avec ton nom comme co-compositrice. »« Co-compositrice » répéta Tiara, stupéfaite. « C'est ta musique autant que la mienne, s'est dit Augustin. Tu mérites le crédit. » Liliane sourit depuis le banc du piano. « Qu'est-ce que je t'ai dit? Ton nom sur le programme. » Les semaines passèrent vite. Les cours de Tiara au programme symphonique prirent fin, le docteur Martin lui demandant de postuler pour le cours avancé le semestre suivant. « Vous avez montré une croissance remarquable, » lui dit l'instructrice. « Votre composition finale était exceptionnelle. »« Merci, » dit Tiara touchée par l'éloge. « Cela signifie beaucoup venant de vous. Et quoi qu'il en soit, » ajouta le docteur Martin, « personne ne pense plus que vous êtes ici à cause de votre fiancé. Votre talent parle de lui-même. » La date de fin du film approchait. Augustin et Tiara passèrent de longues heures en studio d'enregistrement, perfectionnant leur performance pour le générique de fin. Le tournage lui-même fut une affaire simple, juste eux deux à leur piano, jouant la mélodie qui les avait réunis. « C'est dans la boîte !» cria Étienne après la dernière prise. « Absolument parfait. » Augustin embrassa Tiara là, sur le plateau, sans se soucier des caméras qui continuaient de tourner. « Trouvez-vous une chambre, vous deux ?» rit Étienne. « Gardez-en pour la lune de miel. » Le film terminé et le programme de Tiara achevé, ils purent enfin se concentrer sur leur mariage. Il était prévu pour le premier jour du printemps, dans tout juste 2 semaines. Les invitations avaient été envoyées, une liste restreinte d'amis proches et de collègues. Tiara avait choisi une simple robe ivoire, élégante, mais pas ostentatoire. Augustin avait fait redimensionner la bague de sa grand-mère pour la cérémonie, un bijou de famille que Liliane insistait pour que Tiara ait. Tout se mettait en place, jusqu'à 3 jours avant le mariage, lorsque Tiara reçut une lettre. L'adresse de l'expéditeur fit bondir son cœur. Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une offre, un programme spécial d'1 an pour terminer son diplôme, avec une bourse d'études complète. « Ils me veulent de retour », murmura-t-elle, s'asseyant lourdement sur le canapé. Après tout ce temps. Quand Augustin rentra ce soir-là, il la trouva tenant toujours la lettre, son expression troublée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. « Le conservatoire m'a offert une bourse, pour finir mon diplôme. » Elle lui tendit la lettre. « Je n'aurais jamais cru qu'il me considérerait après toutes ces années. » Augustin la lut rapidement. « C'est incroyable, Tiara. C'est exactement ce que tu mérites. Mais c'est à Paris, pour une année complète. » Elle le regarda avec inquiétude. « Nous nous marions dans 3 jours. » L'illumination se fit sur le visage d'Augustin. « Tu t'inquiètes pour nos projets. Comment puis-je aller à Paris alors que nous commençons tout juste notre vie ensemble, alors que ton travail est ici ?» Augustin s'assit à côté d'elle et lui prit les mains. « Tiara, écoute-moi. C'est ton rêve, celui que tu as mis en suspens pour ta mère. Je ne te demanderai jamais de le laisser de côté à nouveau, surtout pas pour moi. Mais, et nous? Paris n'est pas la lune, sourit Augustin. Je peux composer n'importe où. Nous nous débrouillerons. Tu déménagerais à Paris? Sans hésiter. » Il l'embrassa doucement. « Ma maison est là où tu es. » Les larmes remplirent les yeux de Tiara. « Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Assez pour m'assurer que tu obtiens tout ce dont tu as toujours rêvé. » Augustin essuya une larme sur sa joue. « Maintenant, acceptons-nous cette offre ou pas ?» Tiara hocha la tête, le cœur plein. « Oui, nous l'acceptons. » Le jour du mariage se leva clair et magnifique. Le jardin était transformé avec des roses blanches et des lumières scintillantes. Des chaises étaient disposées en demi-cercle autour d'une arche florale. Au centre, 2 grands pianos se tenaient côte à côte. À l'intérieur de la maison, Tiara se préparait avec l'aide de Lise de son programme, qui était rapidement devenue une amie proche. « Tu es splendide », dit Lise, en attachant le dernier bouton de la robe de Tiara. On frappa à la porte. Liliane entra, élégante en dentelle bleue. « Puis-je avoir un moment seul avec la mariée ?» demanda-t-elle. Quand Lise partit, Liliane s'approcha de Tiara avec une petite boîte. « J'ai quelque chose pour toi, une tradition dans notre famille. » À l'intérieur se trouvait un délicat collier de perles. « C'est magnifique !» souffla Tiara. «
Je l'ai porté à mon mariage. La mère d'Augustin l'a porté au sien. Liliane le fixa autour du cou de Tiara. Et maintenant, il est à toi. Merci. Tiara serra la femme âgée dans ses bras. Pour tout. Pas besoin de merci, ma chère. Tu as ramené la musique dans cette maison, dans la vie d'Augustin. Les yeux de Liliane brillaient d'émotion. Je n'aurais pas pu mieux choisir pour mon petit-fils si j'avais essayé pendant 100 ans. En bas, les invités arrivaient. Augustin attendait nerveusement près des pianos, son meilleur ami Marc à ses côtés. « Détends-toi, » dit Marc. « Elle ne va pas changer d'avis. »« Je sais. » Augustin ajusta sa cravate pour la 10e fois. « Je veux juste que tout soit parfait pour elle. » Le petit orchestre commença à jouer, signalant le début de la cérémonie. Les invités se tournèrent dans leurs sièges, attentifs. Et puis Tiara apparut au bout du chemin du jardin. Sans père pour la guider, elle avait choisi de marcher seule, forte, indépendante, traçant son propre chemin. Augustin sentit son souffle se couper. Elle était radieuse, son visage rayonnant de bonheur. Quand elle l'atteignit, il lui prit les mains. « Tu es si belle », murmura-t-il. L'officiant accueillit tout le monde et commença la cérémonie. Les vœux étaient simples, des promesses sincères de s'aimer, de se soutenir et de se chérir mutuellement. Quand vint le moment des alliances, Augustin eut une surprise. Au lieu de la simple alliance en or qu'ils avaient choisie, il présenta à Tiara une 2e bague, un cercle de diamants qui s'adaptait parfaitement à sa bague de fiançailles. « Quelque chose de nouveau pour accompagner quelque chose d'ancien, » dit-il, faisant un signe de tête vers le collier de sa grand-mère. Après qu'ils furent déclarés mari et femme, Augustin n'embrassa pas immédiatement sa mariée. Au lieu de cela, il la conduisit au piano. « Je crois que nous avons une chanson à jouer, » dit-il. Ensemble, ils s'assirent à leurs instruments. Les invités regardèrent, curieux, tandis que les jeunes mariés commençaient à jouer la pièce que Tiara avait composée pour leur mariage. Elle commença avec Augustin seul, des notes fortes et interrogatives qui posaient une question. Puis Tiara le rejoignit, sa mélodie répondant à la sienne. Ensemble, ils construisirent quelque chose de puissant et d'émouvant, leur musique s'entrelaçant tout comme leur vie l'était désormais. Quand les dernières notes s'estompèrent, il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Auguste se pencha et embrassa enfin Clara, scellant leur union avec plus que de simples mots. La réception était joyeuse, dîner sous les étoiles, danse sur la terrasse, champagne coulant à flot. Clara et Auguste circulèrent parmi leurs invités, acceptant félicitations et vœux. Étienne Dubois leva son verre. « Au couple le plus talentueux que je connaisse. Que votre vie ensemble soit aussi belle que la musique que vous créez. » Même le docteur Martin, venu à l'invitation de Clara, semblait ému. « Vous avez trouvé quelque chose de rare, » dit-elle au couple. « Un partenariat d'égaux. Chérissez-le. » Plus tard, tandis que la célébration se poursuivait, Auguste tira Clara à part. « Heureuse ?» demanda-t-il. « Plus que je n'aurais jamais cru possible. » Elle toucha son visage. « Merci d'avoir cru en moi. De m'avoir donné l'espace de me trouver tout en m'aimant. Merci d'avoir joué ce soir-là à la fête. » Auguste sourit. « De m'avoir montré ce à quoi ressemble la vraie musique. Cela valait-il le risque? M'épouser à cause d'un pari insensé ?» Auguste rit. « Je ne t'ai pas épousée à cause de ce pari, Clara. Je t'ai épousée parce que tu joues la plus belle musique que j'ai jamais entendue. Une musique qui vient de ton âme. » Il la serra contre lui. « Et parce que, quand tu joues, je comprends enfin ce que ma grand-mère voulait dire en parlant de l'amour comme d'une mélodie familière. Ça me donne le sentiment de rentrer à la maison. » Ils dansèrent sous les étoiles, entourés d'amis et de la musique qui les avait réunis. 3 mois plus tard, ils déménagèrent à Paris. Auguste loua un appartement spacieux près de la Philharmonie de Paris, avec de la place pour 2 pianos et un studio d'enregistrement. Tandis que Clara suivait des cours au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, CNSMDP, Auguste travaillait sur une nouvelle partition de film et commença à donner des masterclass dans une université parisienne. Le film sur lequel ils avaient travaillé ensemble fut salué par la critique. La partition, en particulier leur duo de générique de fin, reçut des éloges particuliers. Les critiques la qualifièrent de fusion parfaite de techniques classiques et d'émotions brutes. Clara s'épanouissait au CNSMDP, renouant avec des professeurs qui se souvenaient de son talent. Cette fois, elle n'avait pas à se soucier des finances ou de la santé de sa mère. Elle pouvait se consacrer entièrement à sa musique. Un soir, tandis que la neige tombait devant les fenêtres de leur appartement, Auguste appela Clara dans le salon. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en lui tendant une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une invitation officielle à un concert à la salle Pleyel, avec l'orchestre de Paris. « Nous avons déjà des billets pour ça », dit Clara confuse. « Regarde le programme. » Clara déplia le papier et haleta.
Parmi les pièces à interpréter figurait « Ce qui demeure », suite pour 2 pianos et orchestre, de Clara Dubois-Moreau. « Ma pièce? À la salle Pleyel ?» Elle leva les yeux vers Auguste sous le choc. « Comment? Il se peut que j'aie envoyé un enregistrement au chef d'orchestre. » Auguste sourit. Il a adoré. Il a dit que c'était la composition la plus originale qu'il ait entendue depuis des années. Mais je ne l'ai jamais orchestrée pour... Je sais. C'est pourquoi tu as 3 mois pour la terminer. Il prit ses mains. Tu peux le faire, Clara. Il est temps que le monde entende ta voix. Les larmes emplirent les yeux de Clara. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Dis que tu me laisseras être dans le public cette fois, à te regarder briller. Clara le serra dans ses bras. Oui, 1000 fois oui. Au cours des 3 mois suivants, Clara travailla sans relâche sur l'orchestration, développant sa mélodie originale en une suite complète. Auguste la soutint à chaque étape, lui apportant du café pendant les nuits tardives, écoutant chaque révision, offrant des suggestions lorsqu'il était sollicité. La nuit du concert arriva. Clara était assise en coulisses, nerveuse mais prête. Auguste lui serra la main avant de prendre place dans le public. « Souviens-toi, » murmura-t-il, « joue pour toi, comme tu le fais toujours. » Le chef d'orchestre présenta la pièce, mentionnant le parcours de Clara d'étudiante au CNSMDP à compositrice prometteuse. Lorsqu'elle monta sur scène pour prendre place au piano, le public l'applaudit chaleureusement. Alors que l'orchestre commençait à jouer sa musique, Clara sentit la présence de sa mère à ses côtés. Elle joua non seulement avec habileté, mais avec son cœur grand ouvert. La mélodie qui n'avait été qu'une expression privée de douleur et d'espoir s'éleva maintenant à travers la salle Pleyel, touchant tous ceux qui l'entendaient. Quand la dernière note s'est estompée, il y eut un moment de silence. Puis le public se leva, applaudissant avec ferveur. Clara regarda la foule de visages et trouva Auguste, debout fièrement, des larmes coulant sur ses joues. À ce moment-là, elle sut que ce n'était que le début de sa carrière, de leur vie ensemble, de toute la musique qu'ils créeraient, séparément et comme un seul. Plus tard, cette nuit-là, de retour dans leur appartement, Auguste ouvrit une bouteille de champagne. « À ton triomphe », trinqua-t-il. « Le premier de beaucoup. » Clara trinqua son verre contre le sien. « À nous, et à la musique que nous n'avons pas encore écrite. » Ils se tinrent près de la fenêtre, regardant les lumières scintillantes de Paris. Tant de choses avaient changé depuis cette nuit-là à la fête, lorsqu'une jeune femme en charge du service s'était avancée pour jouer du piano, lorsqu'un compositeur reclus avait entendu quelque chose qui avait brisé des années d'engourdissement. « Penses-tu parfois à la façon dont les choses auraient pu être différentes ?» demanda Clara. « Si je n'avais pas joué ce soir-là. » Auguste la serra contre lui. « Je pense que certaines chansons sont destinées à être entendues. Certaines personnes sont destinées à se trouver, même à travers des mondes différents. Surtout alors. » Il l'embrassa doucement. « Parce que c'est là que la musique est la plus surprenante, la plus vraie. » Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la ville de blanc. À l'intérieur, Clara et Auguste Dubois-Moreau se tenaient l'un l'autre, écoutant la musique silencieuse de leur cœur battant en parfaite synchronisation. Un duo qui continuerait pour tout leur jour. Parce que certaines mélodies, une fois commencées, ne se terminent jamais vraiment. Elles changent, grandissent, s'approfondissent, comme l'amour lui-même. Et dans l'espace entre les notes, dans le silence qui donne son sens à la musique, ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux, une harmonie qui les rendait plus pleinement eux-mêmes, plus pleinement vivants, plus pleinement amoureux. Fille.